Bonjour à toutes et à tous. Dans l'audio d'aujourd'hui, on va enchaîner sur la qualité de commerçant, puis on va clôturer le point par l'étude du statut de commerçant. Qu'est-ce qu'un commerçant? Le code de commerce répond à cette question en deux étapes. Dans une première étape, le code de commerce précise sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Dans une deuxième étape, il énumère les actes de commerce. Qu'est-ce qu'un acte de commerce? On peut distinguer des actes de commerce par nature, les actes de commerce par accessoire et les actes de commerce par la forme. Ainsi, accomplit un acte de commerce par nature, celui qui achète des denrées ou des marchandises pour les revendre, soit telles quelles, c'est le cas du plus grand nombre de commerçants, soit transformés. Exemple, achat de tissus revendus sous forme de robes, manteaux, costumes, etc. Ainsi, celui qui achète des denrées ou des marchandises pour en louer l'usage. Exemple, achat de véhicules pour en faire la location. De même, celui qui entreprend la transformation des matières premières en objets de consommation. Exemple, c'est le cas des industriels. Aussi, celui qui achète ou vend pour le compte d'une personne commissionnaire. Exemple, achat de marchandises pour le compte d'un client. Vente de marchandises pour le compte d'un producteur étranger. Celui qui entreprend le transport de marchandises, transport terrestre, maritime, fluvial ou aérien. Celui qui reçoit des dépôts de fonds des particuliers et qui prête à d'autres personnes, exemple les banques, etc. À partir de cette énumération non exhaustive, on peut définir l'acte de commerce comme étant l'acte qui réalise une entremise dans la circulation des richesses effectuée avec l'intention de réaliser un profit pécuniaire. Le deuxième volet des actes de commerce, c'est l'acte de commerce par accessoire. C'est l'acte accompli par le commerçant pour l'exercice de sa profession. Ainsi, l'achat d'une camionnette fait par un marchand de légumes pour lui permettre de transporter ses marchandises. S'il n'est pas un acte de commerce par nature, le véhicule n'est pas acheté pour être revendu avec profit. On n'est pas moins un acte de commerce parce qu'il est fait pour faciliter l'exercice de ce commerce. En revanche, bien sûr, les actes que le commerçant accomplit sans rapport avec l'activité commerciale sont des actes civils. Achat d'une maison, d'un véhicule pour un usage privé. Il accède à la commercialité parce qu'ils sont accomplis par un commerçant en liaison avec son commerce. Le troisième volet des actes de commerce, c'est l'acte de commerce par la forme. Certains actes commerciaux, quelle que soit l'activité de celui qui les fait, en raison de leur forme, signature d'une lettre de change, activité exercée par certains types de sociétés. Pour être commerçant, il faut faire des actes de commerce par nature, puisque seule la pratique d'actes de commerce par nature donne la qualité de commerçant. Il est évident que les actes de commerce par accessoire ne donnent pas cette qualité. Ils ne sont eux-mêmes commerciaux que parce qu'ils sont faits par un commerçant. Quant à la signature répétée de lettres de change, la loi estime logiquement que cela n'est pas une activité professionnelle. Donc, il ne peut pas donner la qualité de commerçant. Ainsi, pour être commerçant, il faut faire des actes de commerce professionnellement. L'activité commerciale doit être exercée de façon répétitive et régulière. Une personne qui réaliserait ponctuellement un acte de commerce ne serait pas commerçante. La profession peut être considérée comme l'exercice d'une activité dans un but lucratif. Une profession est destinée à procurer des ressources. La répétition d'actes de commerce
doit constituer un État dont l'intéressé tire les moyens de vivre pour qu'il donne la qualité de commerçant. Ainsi, l'exercice de la profession doit être pratiqué de manière personnelle et indépendante, puisque le gérant salarié d'une entreprise n'agit pas pour son compte, mais pour celui de son employeur. Il n'a pas d'indépendance, il n'est donc pas commerçant bien qu'il fasse des achats pour revendre avec bénéfice. En outre, pour être commerçant, il ne suffit pas d'exercer une activité commerciale à titre professionnel et de façon indépendante. Il faut aussi que les activités commerciales exercées ne soient pas une simple conséquence, un simple prolongement d'une activité civile qui constituerait la profession principale. Ainsi, l'association sportive dont l'activité est civile, qui vendrait des équipements avec un léger bénéfice qu'il réutiliserait pour moderniser et entretenir les salles, ne serait pas commerçante. En principe, l'exercice du commerce est libre. Cependant, des conditions sont imposées pour exercer certains commerces. Ainsi, être titulaire d'un diplôme pour certaines activités, par exemple les pharmaciens, n'importe qui ne peut exercer n'importe quel commerce. Les interdictions et les limitations tiennent soit aux personnes, soit au commerce envisagé. En ce qui concerne les limitations tenant aux personnes, on peut distinguer les incapables. Le principe est simple. Seul un majeur peut être commerçant. Cela signifie que le mineur ne peut être commerçant de même que les majeurs incapables. Cette règle est fondée sur un souci de protection du tiers et de l'incapable lui-même. L'exercice du commerce crée des risques sérieux tant pour le commerçant que pour son environnement. Même l'exercice du commerce est incompatible avec certaines professions, telles que les membres de professions libérales, par exemple les avocats, les médecins, les architectes, les commissaires aux comptes, les conseils juridiques. Aussi les officiers ministériels, par exemple les notaires, les huissiers de justice, les fonctionnaires publics, par exemple les fonctionnaires de l'administration, les magistrats, les militaires. Certaines activités ne peuvent être exercées par des personnes physiques, mais seulement par des sociétés, telles par exemple les activités bancaires, les activités de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures, etc. La loi interdit à certains condamnés d'exercer le commerce. Il s'agit notamment de personnes condamnées à des peines d'emprisonnement pour crimes, vol, escroquerie, abus de confiance. Les personnes ayant subi une faillite judiciaire ne peuvent plus exercer une activité commerciale. Certains commerces sont interdits ou réglementés. Ainsi, certaines activités requièrent un titre ou une autorisation particulière. C'est le cas des pharmaciens, les opticiens, laboratoires d'analyse médicale, mais aussi des banquiers, transporteurs, c'est-à-dire des commerces dont l'activité peut se révéler dangereuse pour la santé ou pour le patrimoine des consommateurs. Les commerçants ont aussi des obligations à remplir, puisque l'entreprise commerciale exerce son activité dans un contexte économique et social qui l'influence et sur lequel réciproquement il agit. Afin de protéger l'entreprise héritière qui traite avec elle contre les risques de commerce, la loi a prévu de protections légales qui créent pour l'entreprise commerciale des obligations diverses. On peut distinguer les obligations de publicité légale
et sont destinés à fournir aux tiers des informations sur l'entreprise. Elles consistent en des formalités qui s'effectuent essentiellement lors de la création de l'entreprise, mais aussi au cours de sa vie si certains éléments initialement fournis sont modifiés. En ce qui concerne l'immatriculation en registre de commerce, le registre de commerce est un service de greffe des tribunaux de première instance qui regroupe certains renseignements concernant les commerçants individuels et les sociétés. Les renseignements à fournir concernent la situation juridique du futur commerçant, son état civil, sa forme juridique, sa durée, l'identité des dirigeants pour les sociétés, l'adresse des lieux d'exploitation des sièges sociaux, des succursales, le montant des capitales, la nature de l'activité. Un numéro d'immatriculation au registre de commerce est attribué à l'entreprise. Toute modification survenant dans le caractère de l'entreprise doit donner lieu à une déclaration modificative au registre de commerce. Ainsi, toute entreprise cessant son activité doit demander sa radiation du registre de commerce dès le mois qui suit la cessation d'activité ou la liquidation. Dans la mesure où le registre de commerce est un registre public, toute personne intéressée peut le consulter. Le numéro d'inscription au registre de commerce doit être mentionné sur tous les documents de l'entreprise, à savoir les factures, les lettres, les publicités, afin que les tiers le connaissent puissent obtenir des registres de commerce les renseignements qui leur sont utiles. Les sociétés ont la personnalité morale à dater de leur inscription au registre de commerce. Il y a d'autres obligations de publicité, par exemple des informations qui doivent être transmises à des organismes sociaux. Par exemple, l'entreprise doit s'affilier aux différents régimes de la sécurité sociale. Il y a d'autres informations aux services fiscaux. Le commerçant doit se faire connaître de l'administration fiscale pour payer les impôts directs et indirects. Au cours de la vie de l'entreprise, il devra informer le centre des impôts de toute modification des caractères de l'entreprise qui le concerne. Changement de siège social, de forme juridique par exemple, et de sa volonté de modifier son régime d'imposition. Il existe d'autres obligations, c'est les obligations comptables. L'entreprise commerciale doit tenir une comptabilité conformément aux règles énoncées par la loi comptable. Cette loi impose la tenue de certains livres comptables et des procédures d'enregistrement et de contrôle. Il existe des livres comptables obligatoires. Trois livres doivent obligatoirement être tenus par les commerçants. À savoir le livre journal qui sert à enregistrer toutes les opérations effectuées par l'entreprise au jour le jour. Le grand livre permet de classer méthodiquement dans des comptes ouverts les écritures portées chronologiquement au livre journal, ainsi que le livre inventaire sur lequel on reporte chaque année l'inventaire, le bilan, le compte de résultats et l'annexe. Le livre journal et le livre d'inventaire doivent être tenus chronologiquement, sans blanc ni altération. Ils doivent être cotés et paraphés par le greffier du tribunal de première instance. Ces précautions permettent d'éviter des modifications frauduleuses de comptabilité qui pourraient être faites soit pour tromper le fisc, soit pour tromper la justice. Les livres comptables servent de preuve aux commerçants. Il existe d'autres obligations, par exemple l'ouverture d'un compte bancaire ou postal, puisque le commerçant devra obligatoirement utiliser un compte chèque pour recevoir ou effectuer certains paiements. En effet, les règlements importants
qui dépassent 10 000 dirhams doivent légalement être payés par chèque. Cela permet au fisc d'opérer un contrôle plus sûr que si les règlements étaient réalisés en espèces. Conservation des documents comptables et de la correspondance pendant 10 ans, car ce sont des moyens de preuve valables en droit commercial. Donc, on est arrivé à la fin de cette séance. À bientôt et merci.